Samedi 30 septembre 2023, mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Heureux et très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour un nouveau numéro de Congo Presse sur Samuel 13 Télévision, votre chaîne. Merci pour les encouragements, merci pour le remarque, merci d'être toujours là pour nous soutenir. C'est pour ça que Samuel est toujours debout et très fort pour servir le pays. Alors ce soir, on va parler de beaucoup. Un bon nombre de choses, non, c'est pas parce que vous savez que Congo Presse ramasse toute l'actualité de la semaine pour en faire une synthèse avec deux invités. Alors, on va pas tarder, on va attaquer quelques grandes lignes avant de vous présenter, bien évidemment, les invités de ce soir. On va prendre trois sujets, oui. Notamment, on va commencer avec l'annonce de la candidature de Martin Fayulu, lui qui autrefois n'était pas d'accord avec le processus électoral parce que dirigé par Kadima, mais aussi la Cour constitutionnelle qui estimait que Tshisekedi, président de la République, a mis ces lieutenants là-bas pour faciliter, n'est-ce pas, une fraude électorale d'ailleurs très massive, s'il faut les suivre au mot. Mais Fayulu a en fait accepté d'intégrer ce processus électoral. Est-ce que c'est une bonne décision? Fayulu va demeurer toujours le maître du terrain comme il a été l'autre fois en 2018. On va parler avec deux invités sur ce plateau. Alors, Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre, lui aussi a déposé sa candidature. Il n'a pas voulu aller derrière une couleur politique autre que Nouvel Élan qui est son parti politique. Et donc, l'homme a été investi candidat président de la République. Il a même déposé sa candidature ce samedi 30 septembre. MLC de Jean-Pierre Bemba, contrairement à Martin Fayulu et Adolphe Muzito, le MLC s'aligne derrière la candidature de Félix Tshisekedi, presque le leader de l'opposition, quasiment en dehors de Martin Fayulu, Adolphe Muzito et Moïse Katumbi, qui lui aussi n'a pas encore déposé sa candidature, mais l'on espère que la semaine prochaine, d'après ce qui sort à ses côtés, il pourra déposer sa candidature. Alors, on va essayer aussi d'évaluer le processus électoral parce qu'il s'agit de ça. En 2 mois, Kadima tient toujours. Les tractations au niveau de la classe politique, ça va nous amener à quoi pourrons-nous nous attendre. Donc, Ben Kayembe, bonsoir et bienvenue à Congo Presse, votre mission. Bonsoir, bonjour, ça dépend parce que... Faut pas commencer aussi timide comme ça. Vous savez, non, on n'est pas timide. Certes, je sors d'une période de convalescence, la santé nous a un tout petit peu dérangé, la voix aussi un tout petit peu rock, et puis... on ne peut qu'être timide vu les climats politiques actuels dans notre pays. Bon, à un moment donné... Le climat politique vous rend aussi timide? Oui, ça nous rend aussi timide parce qu'on ne sait pas quelle idéologie pour l'instant orienter peut-être aussi nos analyses. On est en train de voir qu'est-ce qui se passe. Les gens changent de casquette matin, midi, soir, selon que les intérêts varient. Donc, on essaie d'observer ce qui se passe. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup, Ben Kayembe. C'est Face aux Congolais. C'est une émission qui monte en puissance. Félicitations, chers confrères. Merci beaucoup. Lui, c'est Doudou Lorombe. Bonsoir et bienvenue à Congo Presse. Merci Francis. L'homme du Sonkourou des Katakokombi. Tout naturellement. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je salue mes frères qui sont avec moi sur le plateau. Je salue aussi les téléspectateurs de cette émission et surtout de cette chaîne. Seulement, on ne peut pas être très bien dans ces pays où vous voyez les gouvernements de la République manifestent leur irresponsabilité et leur incompétence au vu et au su de tout le monde entre les ministres de la décentralisation et celui de l'Intérieur. C'est très important. C'est une irresponsabilité. C'est pourquoi nous avons toujours dit aux gens que peut-être c'est par malheur que nous avons eu ce gouvernement où on ne savait pas qu'ils feront ça. Mais comme nous avons constaté, en 2023, il faut sanctionner ces gens-là qui sont venus pour autre chose et non pour gérer la République. Parce qu'on ne peut pas m'imaginer qu'il y ait cacophonie là où il y a conseil des ministres chaque vendredi
Et c'est une question d'intérêt national qui pouvait, entre eux, au Conseil des ministres, discuter et trouver un compromis. Mais entre leurs lieutenants, c'est terrible dans les réseaux sociaux. Je comprends que le chef n'a pas la maîtrise. D'abord, lui-même, le chef de l'État en difficulté. Le Premier ministre qui ne maîtrise personne parce qu'il y a des ministres qui ne savent pas gérer. D'autres ministres sont gérés par maman, d'autres par l'oncle, par tante. Et il y a d'autres qui sont gérés par les grands frères. Des ministres gérés par des tantes mais je ne peux pas comprendre parce que nous avons un Premier ministre. Nous avons un Premier ministre et vous pouvez vous imaginer dans un pays sérieux qu'une pareille cacophonie puisse exister. Il est timide, il faut le laisser. C'est pour cette raison que je vous dis qu'il n'a pas la maîtrise de ces ministres. Parce que la majorité de ces ministres-là était recommandée par toute la liste-là, dont la liste que j'ai... Je dois rappeler aussi que vous êtes avocat. Est-ce que vous pouvez aider le public à comprendre à qui a la... Nous parlons de la décentralisation. Oui. Entre le ministre de l'Intérieur et celui de la décentralisation. Voici ce qui s'est passé avant. Qui peut nommer les chefs de secteur parce qu'il s'agit de ça. Je vous dis que celui qui a la responsabilité, c'est le ministre de la décentralisation. Alors, parce que nous, à l'époque, c'était le ministère de l'Intérieur, Affaires coutumières et de la décentralisation. Alors, ce sont les ministres de l'Intérieur à l'époque, parce qu'il y avait le ministère de la décentralisation à l'intérieur qui s'en occupait. Mais maintenant, nous avons tout un ministère de la décentralisation. Comment vous voulez qu'un ministre de l'Intérieur puisse s'en sortir? Mais est-ce que les textes ont aussi changé parce que... je parle de la responsabilité parce que même lorsque le ministre là était encore, le ministre de l'Intérieur s'intéressait à la décentralisation, c'est parce que disons, il n'y a aucun texte qui disait que tu es le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. C'était une combinaison de ministères. C'est-à-dire que si nous étions sérieux, comme on l'a fait cette fois-ci, vous voyez que nous avons un ministère de l'Intérieur et chercher des affaires coutumières. Et le ministère de la décentralisation. Chacun a je peux dire, a son portefeuille. Donc le portefeuille du ministère de la décentralisation, si on lui donne ces pouvoirs-là, de nommer même les chefs de secteur, alors qu'est-ce que vous voulez qu'il nomme encore? Non. Et que deviendra la décentralisation? Il peut nommer les chefs de rue. C'est pour cette raison que je vous dis que cette cacophonie démontre à suffisance que ces gens-là ne méritent aucun respect. Et d'ailleurs, en 2023, il faut les sanctionner, sincèrement. Il faut les sanctionner. Alors, Henri Nguindou, l'homme de C24, vous savez, il fallait d'abord élucider un peu cette question, hein, parce qu'on a vu, je crois, 5 minutes après la publication de l'arrêté qui a été signé par le ministre de la décentralisation, c'est le full stop, no stop qui a suivi. Donc, et c'était publié dans les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur a demandé au gouverneur de ne pas tenir compte de l'arrêté signé par... l'homme de la décentralisation. Votre point de vue, et au même moment, on vous reçoit, Congo Presse. Merci de l'invitation, merci de l'honneur que vous nous faites. Et je voudrais premièrement m'acquitter d'un devoir plausible, loyal, c'est lui, n'est-ce pas, de saluer mes co-débatteurs. Voilà. Les deux co-débatteurs, je pense qu'on va débattre République, comme j'aime souvent le dire. Mais je voudrais, avant d'aborder cette question-là, ici, rendre un hommage vibrant, un hommage de haute facture, à ces différents collaborateurs du chef de l'État qui ont compris que, au-delà de la vision qu'un chef peut communiquer, il faut que ses collaborateurs puissent s'approprier cette vision-là. Effectivement. Et ici, je voudrais aborder une question qui concerne la province du Kasaï central, qui est aussi ma province, même si je suis un journaliste congolais, pour dire que cette province a une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir parce que nous avons vu récemment au travers une fondation mise en place par l'un des collaborateurs du chef de l'État. Je citais le coordonnateur du secrétariat administratif de la présidence, M. Topin Kabongo, qui au travers de cette fondation, il n'a pas des ambitions politiques, il n'a pas postulé comme candidat pour qu'on ne lui prête pas des intentions. Au travers de cette fondation, il a su comprendre le problème qui ronge la province du Kasaï central. Je vais revenir sur 3 aspects qui rongent notre province du Kasaï central. C'est notamment la question de la desserte en eau potable. On a un sérieux problème d'eau dans cette province. La régie des eaux, elle est par terre, elle a besoin de moyens. Mais cet homme, au travers de sa fondation, a inauguré plus d'une vingtaine de forages. Des forages qui sont, comme vous le savez, pour nous qui travaillons à l'intérieur, les forages sont un début de réponse contre l'absence de longues distances de femmes, enfants, fils et garçons pour trouver de l'eau. Ça, c'est un. Des deux, c'est qu'il faut dire que la région du Grand Kasaï est confrontée à une grande difficulté de cohésion nationale. Après les conflits comme une en Sapo. Mais il faut les dire dans ce qu'on appelle
la justice transitionnelle, il y a des mécanismes qui sont mis en place afin de mettre tout le monde autour d'une table. C'est notamment avec l'organisation des jeux et des compétitions. Et cet homme a réuni les différents jeunes des 5 communes de la ville de Kananga au travers une compétition, un tournoi qu'on a qualifié Challenge Topenka Bongo. Mais au-delà de ça, il faut dire que cette région a aussi un problème de l'éducation. Si vous trouvez une Kassaïenne bien éduquée, c'est que c'est une grâce. Au travers de sa fondation, il a mis en place un incubateur qui a permis à une vingtaine de femmes, certaines âgées de plus de 45 ans, à avoir un diplôme. Et ces femmes ont été des lauréates aux épreuves. J'aurais même dit qu'il a inauguré certaines choses là-bas. Hein. Donc, les actions sont très nombreuses, les actions sont légion, mais je crois qu'ici, il est important que je revienne sur les 3 aspects afin de rendre hommage à cet homme qui fait du bon travail, qui a compris la vision du chef de l'État, parce que comme vous le savez comme moi, dans le cadre de PDL 145 territoires, il y a tout un chapitre consacré, n'est-ce pas, à la construction des cercles d'eau potable, des forages. Et l'homme a compris la vision du chef, il est parti au premier plan. Alors revenons à la question de ces Toyi Boyo, de ces jeux de ping-pong entre les 2 ministres. Je me dis, est-ce que nous connaissons les attributions de chaque ministre? C'est aussi ça le problème. Les prétoriens l'a bien dit ici, que avant les détachements de ses compétences entre le ministère de l'Intérieur, les centralisations, c'est qu'actuellement nous avons un ministère qui a toute la pleine compétence de prendre la question à bras le corps de la décentralisation. Pourquoi devrions-nous, n'est-ce pas, confondre les compétences au fait? Moi, je pense que c'est ici l'occasion de dire que le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde devrait convoquer les 2 messieurs afin de rappeler le respect des prérogatives de chacun. Sinon, nous serons dans... C'est un conflit de compétences. Mais voilà, vous allez voir que l'autre s'estime être supérieur par rapport à l'autre, dit aux administrés de ne pas obéir, n'est-ce pas? Ça, c'est très grave. Et c'est très grave. Nous assistons impuissants à un scandale, n'est-ce pas, qui met à nu l'incompétence de certains qui se retrouvent dans ces gouvernements. Et je crois que dans le cadre de cette émission, nous allons revenir sur cette ignorance démontrée à la place publique par ceux qui sont au pouvoir, avec une communication sur Twitter en ce qui concerne l'équipe de campagne du chef de l'État. Je voudrais qu'elle nous revienne parce que est-ce que l'ordonnance pour ta nomination des membres de l'équipe de campagne du chef de l'État est déjà sortie? Je me pose la question de savoir, Francis, qu'est-ce que nous avons fait? Je parle bien de l'ordonnance parce que les tweets parlaient de l'ordonnance. Écoutez, souffrez, accordez-moi des minutes, allez-y. Je dise quelques mots avant de passer à autre chose. Allez-y. Il faut dire qu'il s'agit là d'une question qui est en train de déronger le pouvoir en place. Une question des compétences. Je me pose la question de savoir, M. Augustin Kabouya, c'est de lui qu'il s'agit, est intervenu en quelle qualité? Est-ce secrétaire général du DPS ou président, en fait, ou l'un des coordonnateurs du présidium de l'Union Sacrée? Ça, c'est une question. D'où est venue l'information qu'il y a une commission mise en place? L'information est venue d'un point de presse de François Mwamba, je crois. Oui. François Mwamba. Et le même Kabouya était présent? Il était présent, il était à côté de François Mwamba. Alors, qu'est-ce qui se passe au fait? Moi, je voudrais ici revenir sur un aspect très important de la communication. En lisant les livres de Marc Edmond, Relations et communication personnelle, c'est un livre qui est vendu à 12,99 €. C'est que M. Kabouya peut s'en procurer pour améliorer sa communication. Ce qui revient à dire qu'il a appris, il est au courant, il a l'information que son collègue François Mwamba a communiqué qu'il y a une commission mise en place. Alors ici, il fallait qu'il revienne sur la même voie de communication. Faire aussi un point de presse pour dire qu'il s'est agi, n'est-ce pas, d'une erreur. Une erreur. Et quand il parle d'une erreur, écoutez, quand il parle d'une erreur, c'est là que je me dis... C'est une erreur de communication. C'est une erreur de communication. C'est qu'il y a effectivement un sérieux problème au niveau de la communication de l'UDPS, au niveau de la communication de l'Union Sacrée. Ici, nul n'est besoin de rappeler que nous sommes en train d'assister, n'est-ce pas, à une ignorance qui était cachée sur la place publique. Et c'est désolant, très désolant pour notre pays. Très désolant. Et je crois que ça ne permet pas, parce que vous imaginez, l'homme, dans l'intervalle de 1 heure, il parle d'une ordonnance, mais nous sommes où? L'ordonnance est un acte normatif. En quoi Tshisekedi dit en tant que candidat président va engager toute la République.
Écoutez, nous avons assisté, n'est-ce pas, à la mise en place de l'équipe de communication de la campagne de M. Ramazani Chadari comme dauphin des Kabila. L'ordonnance était où? C'est que là, honnêtement, s'il vous plaît. Ah, on invente la République. D'accord. Merci Henri. Alors Ben Kaïmbe, avec toi, on va d'abord, avant que tu ne reviennes sur les petites questions qui ont été soulevées plutôt par les amis, on évalue jusque-là le processus électoral. À votre appréciation, est-ce que les choses marchaient très bien? Avant de prendre d'autres considérations. Merci, comme vous avez voulu que je puisse faire l'inverse. On va prendre d'autres sujets après. Ce qu'il faut retenir avec la CENI, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Denis Kadima qui l'a dit. L'organisateur, ça veut dire vous avez je vais dire sur l'arbitre du match qui vous dit déjà que sur le terrain, il y a des couacs, le pelouse ne va pas bien. Si vous allez avec les ballons de ces côtés-là, ça ne marche pas. Écoutez, j'ai pas bien mangé, je ne sais pas bien arbitrer. Vous avez vous-même celui qui est pris ici comme organisateur, l'expert ici tant vanté par les régimes en place. Aujourd'hui, il est là en train de prêcher les contradictions de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. C'est la mission qu'il a actuellement. Il doit faire croire à tout le monde qu'il y a des problèmes pour que ceci à leur tour, lorsqu'on constatera des couacs, on constatera des choses qui ne marchent pas bien, on finira par revenir en arrière pour dire, écoutez, je vous avais prévenu qu'il y avait des soucis. Je vous avais prévenu que... Aujourd'hui, on apprend que Denis Kadima emprunte de l'argent dans des banques privées ici en République du Congo. Ça a été démenti, Ben Kaïmbe. Comment ça va être démenti? C'est des choses qu'il a dit de sa propre bouche. Il n'est pas le seul. Il a dit que nous empruntons de l'argent, espérant que plus tard, le gouvernement va débloquer l'argent qu'il nous faut, et on finira par payer les banques. Je me dis, je ne sais pas, je ne maîtrise pas trop l'économie, je ne sais pas si les banques empruntent sans intérêt, mais à ce que je sache, en tout cas, je ne crois pas qu'une banque peut vous emprunter de l'argent sans intérêt. C'est pourquoi je me dis, je me réserve, je dis, je n'ai pas sous réserve, je ne suis pas économiste. Peut-être que dans cette relation-là, on emprunte sans intérêt. Mais à ce que je sache, les prêts sont toujours accompagnés d'un intérêt, assortis d'un intérêt. Si les prêts sont assortis d'un intérêt, je me demande où Denis Kadima, parce que l'État lui donnera l'argent comme il faut. Si l'État lui doit 100 000, il a emprunté 100 000. S'il doit remettre à la banque 110 000, où trouverait-il l'intérêt pour ajouter à cet argent et remettre à la banque? Il faut d'abord dire que comment une institution comme la CENI peut aller prendre l'argent avec intérêt? C'est des questions qu'on se pose. Denis Kadima vous dit ici, à ces jours, à ces stades, il vous dit que nous avons quelques machines qui sont sur place et ces machines-là sont déjà des machines déployées bien avant, sont restées dans les entrepôts. Quoique pour certains, on parle du là-bas où l'entrepôt a pris fait et ainsi de suite. Mais il vous dit qu'il faudrait 26 000 machines qui doivent être ajoutées à ce que nous avons. Et ces machines-là doivent être reconditionnées. Ça veut dire qu'il faudrait refaire les systèmes dans ces machines. Et vous le savez, on devait obtenir le déploiement depuis le 15. Aujourd'hui, nous sommes au-delà du 15. Et que Denis Kadima vous dit que les machines vont arriver incessamment au mois d'octobre sans donner des dates fixes. Ça arrive quand? À la fin? Au début? Au milieu? On ne sait pas. Alors, voilà. Donc, on ne sait pas lui tenir rigueur. On ne sait pas tourner autour de ce qu'il dit parce qu'il n'y a pas de précision. Eh bien, je vous avais dit, ça va arriver au mois d'octobre. Même si ça arrive les 30, il n'y a pas de souci. Quand ça arrive les 30, il y a un autre problème parce que lui-même, Denis Kadima, dit qu'ils sont déjà en pourparlers avec la MONUSCO. Pourtant, vous savez aujourd'hui quelle est la relation entre le gouvernement, ces régimes en place, et la MONUSCO. Et si la MONUSCO dit niet, nous sommes en phase de départ, on ne sait pas mettre nos moyens à votre disponibilité pour le déploiement. Qu'est-ce qui va arriver? C'est la grande question. Aujourd'hui, les personnes comme nous sommes ici, nous avons du mal à nous déplacer à l'intérieur du pays. Et qu'en est-il des machines qui doivent arriver en bonne et due forme? Alors, au regard de toutes ces contraintes, je voudrais un peu qu'on parle directement de Martin Fayulu également. Est-ce que Fayulu n'aurait-il pas compris que le régime est en bout de souffle pour organiser les élections et que pour qu'ils ne prennent pas raison, qu'il y a des gens qui sont en dehors du processus et c'est de cette façon-là que Fayulu a décidé d'intégrer les processus pour mettre le régime devant ses responsabilités?
Alors, cher Francis, cette question va ouvrir beaucoup de brèches. Allez-y. Vous savez, je l'ai dit l'autre fois sur ces plateaux ici, qu'en République démocratique du Congo, je suis tenté de dire que les 100% des hommes politiques que nous avons ici, la première des choses, c'est leurs intérêts. Il n'y a pas de patriotes. Il n'y en a pas. Il peut y avoir un moment où on fait semblant de suivre la voie pour, n'est-ce pas, trouver l'intérêt des communs mortels, ça veut dire de la population de façon générale. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut mettre ces politiciens en épreuve pour voir combien leurs égos emportent sur l'intérêt général. Le cas de ce que nous voyons aujourd'hui avec Martin Fayulu, son ego a pris le dessus sur la recherche de l'intérêt général. Parce qu'aujourd'hui, s'il a décidé de se présenter, c'est pas pour l'intérêt général. On ne sait pas, jusqu'à preuve du contraire, même lui-même Fayulu ne sait pas justifier ses revirements. Ça, je vous le dis. Je l'ai dit en connaissance des causes. J'ai couvert beaucoup des activités, j'ai entendu parler, j'échange beaucoup avec les membres de la Mouka qui sont d'ailleurs pour la plupart dessus à ces jours. Ils ne savent pas quelle est la cause de ces revirements. Et aujourd'hui, pour certains même, vous savez que nous avons des familles aujourd'hui. Quand vous menez un combat politique, il y a même la famille qui vous accompagne. Et vous accompagne pour un intérêt. Ça veut dire que notre frère a mené un combat pendant un moment et que la population... Vous savez, aujourd'hui, il y a même des leaders politiques de l'opposition, plus précisément de l'ECD, dont la base attendait d'aller accompagner. Papa Lobeli Bisso Mingi, à chaque fois on avait un problème, est-ce qu'on a posé la question réellement à la base? Parce qu'aujourd'hui, nous le savons, comme on l'a toujours dit ici, que Martin Fayulu avait remporté les élections. Président élu. Est-ce qu'il a pris le soin de consulter ceux qui ont porté les combats de Martin Fayulu? Est-ce qu'il a consulté cette base? Donc vous trouvez aujourd'hui, le choix qu'il a pris, est-ce qu'il a consulté la base? Est-ce que vous trouvez dans son choix une grosse erreur? C'est un enterrement politique. Je vous dis qu'aujourd'hui, Martin Fayulu ne fera plus le poids. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les pouvoirs cherchaient à tout prix comment ramener Martin Fayulu dans ce train de processus électoral qui est déjà en marche. Aujourd'hui, qu'il revient de lui-même. Qu'est-ce qui va arriver? Aujourd'hui, comment Fayulu ne sait même pas imposer l'ouverture d'une brèche. Vous l'avez entendu lui-même aujourd'hui, il a dit que nous avons écrit à Denis Kadima, mais il n'a pas réservé une suite favorable à notre requête. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'est pas venu supplier Martin Fayulu pour intégrer les processus, mais il est venu de lui-même. Si Martin Fayulu pouvait garder ces statuts-là, dire niet, nous n'irons pas aux élections, et que le régime ou sinon la CENI devait continuer à rechercher l'inclusivité, on pouvait aller solliciter la participation de Martin Fayulu. Aujourd'hui, il vient de lui-même, il a perdu les poids. D'ailleurs, vous revient, cher Ben Kayembe. Alors, cher Doudou, l'évaluation d'abord, une très petite évaluation du processus jusque-là. Et on va prendre la décision de Martin Fayulu. On l'a toujours appelé aigle. Peut-être qu'il a compris que le régime est à bout de souffle, non? Merci. Il va avoir raison d'intégrer pour mettre la CENI devant ses responsabilités. Merci beaucoup. Il y a un niveau de responsabilité où on ne peut plus commettre des erreurs pareilles. Je commence d'abord par cette erreur. C'est comme ça qu'on a interprété sur l'ordonnance qui viendrait nommer les membres du comité de campagne du président de la République. Vous savez, c'est irresponsable. C'est pourquoi il faut être formé. La vérité, c'est que ce n'est pas pour rien aujourd'hui que vous nous voyez nous battre pour continuer à étudier et aussi à faire le 3e cycle alors que nous avons déjà des enfants. On est âgé peut-être. Finir, c'est après 5 ans pour devenir docteur et l'âge continue à avancer. Mais on étudie. Donc, à n'importe quel âge, il faut avoir le courage d'aller à l'école. Non, j'ai dit il faut aller à l'école. Il y a des choses élémentaires qu'on ne peut pas discuter. Ça demande seulement aller étudier. Bon, je n'entre pas dedans. Donc, il n'y a pas moyen qu'il y ait une ordonnance nommant l'équipe de campagne du chef de l'État. On ne peut pas dire ça si on est sérieux, surtout si on est scientifique. Ça, c'est très important. Oui, on ne peut pas parler de ça parce que ça fait honte. Voilà. Mais rapidement, je reviens sur le dossier de Martin Fayulu, disons, des élections. Je retiens ici que le chef de l'État
Parce que nous sommes habitués que les chefs parlent toujours en dehors du pays. S'il est ici, non, il est 10 mots, il est très bien chez lui à la maison, en train de recevoir seulement les invités et ses collaborateurs. Mais en dehors du pays, au moins, le chef a le courage de dire ce qu'il pense dans sa tête. Il a dit clairement, les vidéos sont là, que le processus électoral est très mal parti. Peut-être vous avez suivi cette vidéo. Il a dit que le processus électoral est très mal parti. Et pour lui, si nous allons comme ça vers les élections avec ce climat, on peut risquer de tomber dans une guerre civile. J'ai avec moi la vidéo si vous voulez suivre. Alors, lorsque le chef dit ça, comment vous voulez que moi je dise autre? Parce qu'il est la personne la mieux informée et il est d'ailleurs mieux placé et suffisamment informé. Alors la question que je me pose, s'il dit ça devant les gens, et qu'est-ce qu'il fait en tant que garant, qu'est-ce qu'il fait en tant que chef pour qu'on évite cela? Malheureusement, c'est le contraire qu'il fait sur le terrain. Au moins en dehors, il a dit ça, nous avons retenu qu'il a constaté qu'il y a un problème, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il a toujours dit avec la justice. Ici, au Congo, il vous dit, je vais attaquer sans remords. Je vais attaquer sans remords, je vais faire ceci. Mais en dehors, il voit déjà qu'en attaquant sans remords, il y a un problème avec ce processus électoral. Parce que les opposants sont arrêtés. Nous avons les cas de Salomon et d'autres. Le journaliste Stani est toujours là, gardé. Il y a beaucoup de problèmes que nous reprochons à Félix Tshisekedi. Le dossier de Goma, les tueries de Goma, jusque-là sans suite. Et au moins, peut-être après cette observation, il a compris que ce processus n'ira pas loin. Mais ici, nous avons posé la question à Félix Tshisekedi. Tel que vous voyez le processus électoral, est-ce qu'il n'y a pas moyen de nous asseoir d'abord pour qu'on puisse discuter un peu, voir. Ce n'est pas dit qu'on reporte les élections. Nous n'avons pas demandé qu'on puisse se partager des responsabilités, mais seulement les élections elles-mêmes, c'est un fruit des consensus dans notre constitution. Alors maintenant là, pour s'asseoir, non, nous irons aux élections. Vous voyez comment ils parlent dans des télévisions, hein? Vous voyez les gens de l'Union sacrée. Nous irons dans les l'opposition a besoin d'argent, entrer au gouvernement. Et maintenant, les chefs font ces constats-là. Et vous voulez que moi je dise quoi? Sur le plan organisationnel, il s'est posé un problème. Je vous avais dit un jour ici, Francis, que s'il y a des gens qui ne sont pas experts sur cette terre, c'est Kadima. On nous a chanté Kadima, un expert. Moi j'avais compris que s'il y a quelqu'un qui n'a jamais été expert à cette matière-là, c'est Kadima. Mais quand même, les dates sont respectées. Je réfléchis toujours et ça me fait mal lorsque je me rappelle de ce monsieur Malonda que j'ai vu devant la Cour constitutionnelle, que j'ai vu défendre la CENI avec éloquence. Un monsieur qui maîtrisait très bien comment la CENI fonctionnait. Nous l'avions ici dans ce pays, on s'est battu, j'ai vu les gens mourir pour faire partir une intelligence pareille. Où en sommes-nous? Pour les élections, il faut seulement regarder Kadima, mais il n'y aura pas une suite favorable. Martin Fayoulou. Je refuse d'analyser sur mon aîné. C'est quelqu'un que j'aime bien, mais apparemment qui est un peu distrait. S'il n'est pas distrait... Fayoulou distrait. Je dis apparemment. C'est quelqu'un qui est souvent distrait parce qu'il rate les opportunités. Il rate... Il deviendra comme une personne des événements manqués. Hein? Excusez-moi. L'homme des événements manqués. Oui, apparemment. Hein, il peut devenir comme quelqu'un pareil parce que, comment pouvez-vous imaginer? Nous là, nous et vous, la personne qu'on regardait, la personne qu'on écoutait, c'était Martin Fayoulou. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Mais maintenant, si Martin Fayoulou parle, c'est tout le monde qui trouve normal. C'est-à-dire que tout ce que Martin Fayoulou peut réfléchir dans sa tête, même s'il disait, j'avais interdit une fois, peut-être sur ce plateau si je m'abuse, j'avais demandé que Martin Fayoulou arrête de communiquer à tout moment. Il faut qu'il arrête de communiquer. Dans un mois, il peut vous faire 10 communiqués. Non, ce n'est pas bon. J'ai risqué de dire à Joseph Kabila que paix à son âme, mille est là. Oh. Non, j'ai risqué de dire ça. Sincèrement, c'est Joseph Kabila, même s'il ne connaît pas, vous ne savez même pas qu'il ne connaît pas. Mais apparemment, Assemble a peur de Fayoulou parce qu'il vient d'être déclaré. Non, il ne faut pas dire ça. Assemble pour la République voulait profiter de l'aura de Fayoulou quand il était en dehors du processus. Je ne parle pas ici au nom d'Assemble. Non, c'est une question. Détachez-moi d'Assemble, je suis candidat chez Assemble. Mais je ne parle pas ici comme porte-parole ni comme membre d'Assemble. Je parle comme un citoyen congolais. Allez-y. C'est pour cette raison.
Mais vous pouvez Moi, analyser aussi comme citoyen mon congolais. observation, je ne peux pas comprendre. Imaginez-vous maintenant, toutes les revendications, Ben vous l'a dit, toutes les revendications de Martin Fayulu, lui-même me pleurniche Kadima n'a pas répondu. Comment il est rentré dans le processus? C'est-à-dire que maintenant, même Kadima n'écoutera plus jamais, et le plus faible parmi les opposants, ça sera Martin Fayulu. Parce que Kadima comprendra que ce monsieur, même s'il dit ça, il ne fera absolument rien, et moi je ne ferai absolument rien aussi. Vous allez voir, il finira par revenir. J'aurais souhaité qu'il accepte de mourir même de faim, comme IDPS en 2006. J'aurais souhaité qu'il accepte de faire même ces semblants de rigueur comme Joseph Kabila. Ces gens, il y a d'autres qui murmurent, mais lui au moins, il garde sa position, il dit non, ce processus, nous acceptons pas. Ça, c'est le recteur du silence. Alors, mais non, j'ai dit, faire semblant, même si vous pensez que Kabila est totalement content. Non, peut-être ça lui fait mal, mais pour sa personnalité, ça manque quelqu'un qui se respecte. Il fait semblant d'être calme. Mais les vieux Martin, je ne saurais pas critiquer. Mais ce n'est pas bon, mon aîné. C'est pas bon faire comme ça, ça nous met en difficulté même de parler. On ne sait même pas comment on va défendre. Est-ce que demain vous allez critiquer les résultats? Parce qu'il ne faut pas vous tromper d'époque. Vous êtes sûr, vraiment, avec les élections ici, là, Martin Fayulu, bon, on est là, on va se battre. Aringindu, on va se battre. Fayulu qui finit par intégrer le processus malgré nos prises en compte de ces revendications par la CENI. Quand même, il s'est dit, bon, les bandes âgées, Ezara Mawaplein, Nakotanakati. Il a tort. Oula, en fait, moi je me pose la question de savoir s'il fallait comparer Martin Fayulu à un joueur de football, un très bon nef de football. Je vais le comparer à Dembélé. Parce que j'ai l'impression que c'est un très bon joueur, mais qui rate de meilleures opportunités devant le bois. Et ça, c'est très déplorable, en fait. Je voudrais me poser une question avec des amis qui nous suivent. Félix Tshisekedi a-t-il peur de l'opposition congolaise? Est-il prêt d'en découdre avec celle-ci, quel qu'en soit le prix, dictateur ou sanguinaire? La réponse est oui. Félix Tshisekedi ou l'administration Tshisekedi avait réellement peur de l'opposition. Mais pas plus maintenant. En ayant en tête d'affiche Martin Fayulu, Moïse Katumbi et les autres qui suivent. Mais aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe. Là, comment je peux dire? C'est que c'est manque de la constance par Martin Fayulu. Ça nous déçoit en fait. On est déçus. On s'est dit, mais écoutez, mais il fallait voir lors de l'annonce de sa candidature, tous les visages crispés. Les collaborateurs étaient déçus. Maintenant, les épingles, le Lexus, non, mais, le Mama Chantal, les Devos Kitoko. Non, le problème ici, c'est qu'avec les troupes de Martin Fayulu, chacun devra se débrouiller pour retrouver ses anciens métiers. C'est pas sérieux. Oui. Comment chacun devra... Mais écoutez, Martin Fayulu, il s'est enterré, si vous ne le voyez pas. C'est un enterrement politique. Il s'est enterré, des pieds joints dans la tombe. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui pouvait faire peur au régime en place. Il se rebuffe en dernière position. Et pourtant, en fait, ce qui m'étonne, c'est que les raisons qui le motivent, depuis quand Martin Fayulu devrait se transformer en surveillant, voilà, c'est pas moi. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, au fait. Un concept vide. Je me dis, dans ce pays, on doit arrêter de réfléchir ou de postuler par procuration. Dans ce pays, on doit arrêter de postuler par sous-traitance. On doit arrêter de postuler par rétrocommission. On doit arrêter ces choses. Ça ne nous aide pas. Fayulu se comporte comme une sorte de pion des jeux des dames. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'estime à mon niveau qu'il pouvait rester dans sa position. Mais je dois vous dire une chose, je dois vous révéler une chose. Est-ce que Martin Fayulu, d'une autre façon, d'un autre côté, il a raison de suivre les schémas? Parce que, me basant sur les dénonciations de Steve Mbikaï, président du parti politique des travaillistes, il est en train de dénoncer un glissement des 3 mois. Il dénonce un glissement des 3 mois. Comment ça va se passer? Selon sa logique à lui, c'est que si vous ne prenez pas part aux élections et que les glissements arrivent, vous n'allez pas être sollicité à la table. Vous êtes hors jeu. Je me dis, est-ce que c'est par rapport à cet élément? Est-ce que Martin Fayulu, ayant la mentalité de quelqu'un qui réclame jusqu'à preuve du contraire la vérité des urnes, est-ce qu'il pouvait se rebiffer à ce stade?
il y a un problème. C'est qu'il faut dire que le canal qui mène vers les élections est sombre. Vous le savez certainement, les discours du chef de l'État à Bruxelles nous laissent sans mots, où il est prêt à en découdre avec l'opposition, quel qu'en soit le prix. Lui, il s'en fout. Il ne peut pas recevoir de leçons. Démocrate, il est des mers. Mais nous avons compris maintenant. Nous avons compris l'essence de sa démocratie. Parce que vous imaginez, à Mboujima, il a tenu le même propos. Lors du jubilé de l'évêque, il a tenu le même propos. Vous voyez? Lorsqu'il dit qu'il y a des ennemis, en fait, des concitoyens, des frères congolais, qui sont en accouplage avec des ennemis. Maintenant, on comprend l'essence de ce qui pourrait justifier le massacre de Goma. Parce qu'on les qualifie de supplétifs. On comprend maintenant le massacre de Goma. Moi, j'estime à mon niveau que le chemin il est un peu sombre, les décaissements posent problème jusqu'ici, mais au-delà de ça, la CENI ne m'inspire plus confiance. Kadima ne m'inspire plus confiance. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez comprendre que Kadima a suspendu le secrétaire de la plénière. L'avait pris. C'était pour une durée de 15 jours. De 15 jours, voilà. Je ne sais pas s'il a repris. Très bien, il a repris. Il a participé à la convocation du cadre de concertation avec les différentes parties prenantes. Ouais. Voilà. Mais il faut dire que bien avant ça, une décision a été signée. C'est celle remuant avec tous les différents secrétaires exécutifs provinciaux des antennes de la CENI. On écarte un monsieur comme celui-là pour décider. C'est une sorte de remaniement. Il fallait le mettre à côté pour statuer sur... pour restructurer comme il faut. Les gars seraient un obstacle pour Kadima. Et il y a des contestations partout. Il y en a. Même chez moi, je parle. Par exemple, dans le Sankourou. Voilà, je félicite, n'est-ce pas, le réflexe de cet homme. Cet homme vraiment au Sankourou, les amis du Sankourou, voilà, voici votre homme. Je ne fais pas sa campagne, mais voici votre homme. Parce que vous imaginez par exemple, on fait le remaniement et on se pose la question pourquoi cela intervient à 3 mois. À 3 mois des élections. À 3 mois des élections. C'est qu'il y a quelque chose qui se trame, il y a quelque chose qui se cache. Et je me dis à ces stades, il fallait que Martin Fayulu soit à l'extérieur, en dehors du système, en dehors du circuit, afin de mieux mener la bataille. Au cas contraire, il s'est enterré. Désolé. Il s'est enterré. Donc l'intégration de Fayulu dans le processus électoral est considérée invue par certains Congolais comme un enterrement politique. On ne va pas seulement parler de Fayulu, mais il y a aussi Jean-Pierre Bemba qui a accepté de soutenir. Grand leader, vice-président de la RDC, avec un parcours élogieux. Mais finalement, il a accepté de se ranger derrière la candidature de Félix Tshisekedi. Voilà, je pense que pour Jean-Pierre Bemba, il ne pouvait que faire ça pour ne pas se donner encore beaucoup d'efforts, aller, vous savez, il est frappé par beaucoup de choses qui peuvent aujourd'hui empêcher que sa candidature soit retenue et perdre 50 000 $ comme ça. Ce ne serait pas bon pour lui qui s'est reconstruit, surtout qu'il a fêté les 25 ans de son parti politique, de l'existence de son parti politique aujourd'hui. Mais avant d'y revenir, vous savez, nous avons un devoir, nous avons un contrat social, un devoir de vérité. En tant que journaliste, j'aimerais ici dire à mon aîné que la vidéo qui a circulé, je ne sais pas s'il faut appeler ça faux bruit, parce qu'on parle plus de faux bruit ces derniers temps que des Fox. C'est une vidéo datant de 2018, parce que je vous donne les indices, c'est assez simple. Si vous connaissez Félix Tshisekedi, vous pouvez voir l'accoutrement, il ne revient plus sur... Je disais à un aîné, de cette façon de mettre la veste, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est pas de cette année. année. Avec une cravate où on insère les épingles, Félix Tshisekedi ne revient plus avec une veste, avec une mouchoir d'épaule. Il s'est amélioré, alors c'est ce que vous voulez dire. Vous n'avez qu'à regarder ça. Ce sont les indices pour vous dire que c'est un intox. Les gens ont pris ça pour relayer. D'abord, il faut dire que c'était d'ailleurs apparemment la veste de la prestation de serment. Ah non, je ne crois pas que c'est celui-là, mais bon, même si lui-même aujourd'hui, il peut que rigoler lorsqu'il regarde ça, mais bon, c'est une infox. Je ne sais pas pourquoi les officines obscures que je ne maîtrise pas, je ne sais pas pour quel intérêt ils ont fait ça. Peut-être c'est pour nuire aussi au procès électoral, je ne sais pas, je ne maîtrise pas tous les intérêts, mais il faut retenir que c'est une ancienne vidéo qu'on a remise sur la place publique. Mais j'aimerais ici revenir, parce que vous parlez ici tantôt aussi de l'ordonnance portant nomination. Ah, vous revenez encore sur cette ordonnance. J'aurais bien voulu placer un mot là-dessus. Allez-y, frère. Vous savez, on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre partis politiques et la reste publique. Ça veut dire que les choses sont entremêlées.
Il peut y avoir conflit entre des ministres, mais que c'est un parti politique qui va gérer. Voilà. C'est pas possible. Il peut y avoir un dossier à gauche, c'est dans un parti politique qu'on gère ça. Vous savez que je suis journaliste, peut-être que je ne voudrais pas ici les dire haut et fort parce qu'après on va m'appeler pour me dire donnez-nous les sources. Mais vous savez qu'il y a même des partis politiques où aujourd'hui on assure déjà des sièges à des candidats. On fait même des clés de répartition comme c'était un match de football. Yorobet à la 9, Yorobet à la 10. Tu vas poser candidature, on dit Kocha Kunate Yocha. Attendez, je vous renforce avec un élément. J'ai vu le président du collège de jeunes comme ça, quelque chose de la République, qui est vraiment une structure du pays, et entrer en conflit avec le ministre de la Jeunesse. Et c'est devant un secrétaire général d'un parti politique que ce conflit a été résolu. Ça, c'est clair. Mais les dossiers Tony Mwaba, rappelez-vous. Voilà. D'ailleurs, les exemples sont éloquents. Il y en a beaucoup. Je ne voudrais pas citer parce qu'après, on va dire propagation des faux bruits. Non. Il faudrait des sources. Ce sont déjà qui gèrent la République. S'ils veulent nous finir, nous allons continuer à citer leurs noms. C'est pas un problème. Je voudrais ici Personne ne les a envoyés là-bas. Que cette façon de faire affaiblit petit à petit le fonctionnement de la chose publique. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un exemple, on dit, ceux qui, vous permettez que je le dise à Ningala, Ménisier, Oyo a sali 18 ans, Abani Moussala Yekole a sali 18 ans, a sali Bakiti, au pété Batozo Van des Arts, au bout, au Tengama, na Ménisier a sali 38 ans, il a observé, ba faille, a moto a sali 18 ans, ba PC Bakiti. Il fallait ça la quitter un modèle de. C'est la grande question qu'on se pose. Parce que le menuisier là, il n'a jamais fabriqué une chaise. Il ne s'est contenté qu'à critiquer la fabrication de l'autre. Ça dit qu'il doit avoir une double expérience. Ça dit que l'UDPS. Il devrait avoir une double expérience. On ne devait pas retomber dans ça. La campagne du chef. D'abord, quand vous allez m'excuser, quand il dépose sa candidature, il n'est plus chef de l'État, il est Félix Tshisekedi. Ce n'est pas le président de la République qui dépose sa candidature comme président de la République. Donc, l'équipe de campagne n'est pas une équipe officielle. C'est totalement privé. D'ailleurs, on ne peut même pas entendre parler de cette équipe de campagne dans un cadre officiel. Ça ne peut même pas exister. On ne pouvait même pas évoquer cet aspect. L'ordonnance. L'ordonnance. Après, bon, comprenons. Revenez sur comprenons. On va. Alors, désolé, c'est pas pour se moquer, mais bon, ça fait rire quand même quand on parle de l'ordonnance présidentielle. Mais il faut me poser une question très pertinente. Parce que nous parlons, on ne va pas rester sur Martin Fayulu, mais on va un tout petit peu effleurer en termes de procédure. Vous savez aujourd'hui que les Congolais veulent à tout prix obtenir les élections, chers confrères. Mais quel type des élections les Congolais veulent obtenir? Et les Congolais aujourd'hui, parce qu'ici, quelque part, vous allez entendre, on vous dit, bon, on a consulté la population. Cette façon-là de faire endormir la population dérange aussi aujourd'hui. Vous savez qu'on risque aujourd'hui de tomber dans un soulèvement sans un leader politique. Parce que finalement, tout le monde a décidé. Je vais ici, par exemple, choquer mon aîné, mais même si on parle de Martin Fayulu, aujourd'hui, Martin Fayulu peine à gérer l'ensemble de la République. Même lui. Non, c'est Katumbi. Je vous dis, il peine. Il y a des fissures comme pas possible. On a vu Jacques là, il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, il y a une frange qui souhaite qu'il faudrait plus voir des têtes comme Jacques Ndala, comme Daniel Safou. Il ne faudrait plus voir des gens comme l'avocat, comment on l'appelle encore, Laurent Nyemba. Tout ça, on dit, ce sont des gens qui sont prêts à affronter les présidents à tout moment. Lorsqu'un ça ne va pas, ils savent le dire. Ils savent lui dire non, président. Aujourd'hui, il y a une campagne. J'ai suivi même des proches de Martin, je vais dire même des fans, parce que ce n'est pas des langages des politiques. Il menacerait de mort Jacques Ndala pour ses propos. Eh bien, on se pose des questions. Quel est ce leader politique-là qui peut se démarquer aujourd'hui et montrer que même si en étant à l'opposition, sans gérer la publique, un simple fait privé comme un parti politique, vous le maîtrisez au moins. Si aujourd'hui on a du mal à maîtriser un simple parti politique, qu'est-ce qu'on fera de la Res Publica? Qu'est-ce qu'on fera de la Res Publica? On ne sait pas gérer les émotions. On ne sait pas gérer les ambitions. Qu'est-ce qu'on fera de la République? Où il y aura une panoplie des ambitions comme pas possible. On retomberait dans les mêmes erreurs, dans les mêmes bêtises. Parce que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Donc aujourd'hui, les Congolais ne savent plus à qui se vouer.
Même si j'ai entendu aujourd'hui Martin Fayulu dire qu'on a consulté la population. Par quel mécanisme? Est-ce qu'on peut nous dire aujourd'hui quelle est cette frange de la population qui peut sortir pour nous dire, écoutez, nous sommes à 2 millions, on nous a consulté, nous sommes d'accord pour que on dépose la candidature de Martin Fayulu. Peut-être il a opté. Quelle est la base qu'on a écoutée? Bon, d'accord, on va revenir. Cher Doudou, la question, on va prendre Epé Bemba, parce qu'il n'y a pas seulement que Fayulu, malgré on comprend que c'est quelqu'un qui incarnait, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, hein. Je ne sais pas actuellement s'il continue à incarner l'espoir de Congolais, mais après, on comprend qu'il a quand même déçu. Alors, il y a Jean-Pierre Bemba aussi, il s'est vu qu'il ne peut que se ranger derrière Félix Tshisekedi. C'est aussi une erreur. Merci. Rapidement, je voulais apaiser mon frère Ben. Je l'aime bien. Il a fait une analyse en mettant Moïse Katumbi dedans, parce qu'il y a des problèmes à l'Assemblée dans notre parti. Il n'y a rien. Je vous confirme qu'il n'y a rien, ne vous en faites pas. La seule chose qu'il faut comprendre, chez Assemblée, il y a la démocratie. Je vous rappelle que Maître Laurent Onyimba était candidat président de la République. Et c'est le Congrès qui avait décidé de choisir Moïse Katumbi. Non, ils sont vraiment politiques. Donc, ne vous en faites pas. Chez nous, il y a les débats. Mais tout simplement, ces débats-là, nous sommes entrés. Et je sais que la direction va se battre pour finir en famille. Il faut aussi retenir qu'il y a des gens qui sont venus à côté de Moïse Katumbi, parce que ce n'est pas parce qu'il il aime ou parce qu'il est bon, il est gentil, mais aussi parce qu'il a l'argent. D'autres sont venus parce que aucune conviction. Derrière Moïse Katumbi, il est comme, je peux dire que c'est comme une marchandise politique à commencer à vendre. C'est parce que je suis de Katumbi, c'est pourquoi on me maltraite. Comment pouvez-vous imaginer que vous aimez le président, vous aimez les partis, mais il y a des audios qui circulent avec... Mais Bossungolo, honorable, ça c'est pas sérieux aussi. S'il vous plaît, les partis vont s'en occuper. Je ne suis pas ici comme porte-parole du parti, mais je vous dis seulement... je vous dis seulement ceci. Allez-y. Je vous dis seulement que les linges sales, c'est lave en famille. Et la vérité, c'est qu'il ne faut pas vouloir suivre plus les opportunistes qui sont venus pour l'argent. Il y a d'autres qui ont postulé parce qu'ils savent que Moïse Katumbi nous donnera les moyens de campagne. Vous comprenez? C'est comme d'autres sont allés auprès du pouvoir pour être sécurisés, comme on nous disait nous autres. Vous vous rappelez, je vous ai dit autant de fois. Moi, Doudou, toi, tu es intelligent, tu ne peux pas aller dans l'opposition. Ici, nous allons garder tes voix. C'est-à-dire que si tu es dans la majorité, on va garder tes voix. Mais aussi assurer votre sécurité. Oui, assurer. Mais là, vous n'êtes plus avec... Je me demande comment vous allez circuler à Qatar. Rappelez-vous de ces propos. Alors, je reviens sur Jean-Pierre Bemba. Avant d'ailleurs de chuter sur ça, mon frère a parlé des gens qu'on venait de nommer les chefs d'antenne et les secrétaires. Vous savez, il y a un problème sérieux. Je vous informe que chez nous au Sankourou, dans le territoire de Kataroukombe, Assemblée pour la République à travers Maître Laurent Onyimba, nous avons eu à envoyer à M. Kadima une correspondance où nous avons contesté celui qui est envoyé actuellement comme chef d'antenne. Quelqu'un qui est logé par un candidat depuis longtemps, il est dans une maison des candidats qu'il habite. Alors je ne sais pas que ce monsieur-là... Qu'est-ce qu'il peut faire des contre ces candidats? Il est nourri. Ça met en danger d'autres, ça met mal à l'aise d'autres candidats. Tout le monde sait. Et celui-là avait des démêlés en justice en 2018, si je ne m'abuse, avec un candidat, qui est d'ailleurs paix à son âme, mais Albert Dieka. Avait des démêlés, on l'avait même arrêté. On a ressuscité ces audios. Je vous informe, je suis du Sankourou et je connais très bien les dossiers. Et comment nous pouvons accepter quelqu'un qui avait perdu des machines, qui allait vers la circonscription électorale ou dans le village de Dieka, qui était prouvé noir sur blanc devant la justice, et c'est celui-là qui devient chef d'antenne. Et il le faisait en faveur d'un candidat qui est là, qui continue à perdre. Maintenant qu'il est chef d'antenne, il pourra le faire plus. Imaginez-vous, nous autres qui sommes dans l'opposition, comment nous pouvons accepter? Il fallait alerter la CENI. Je vous informe que ce monsieur est assistant ou chef de travaux, je ne sais pas, à l'Istem Meloudia. Et ce monsieur-là, le CEP qui est parti, l'avait déclaré déserteur. Parce que à la CENI, c'est pour être permanent, tu ne peux pas avoir une autre responsabilité. Mais ce monsieur-là travaille, il est permanent à l'Odja pour le travail, et ce monsieur l'avait déclaré déserteur. Mais donc ici, on a mis un temporaire comme chef d'antenne. Voilà, je ne sais pas comment on l'a ramassé. Il a fait une année qu'il ne perçoit plus son salaire.
de Kinshasa. La question que je me pose, c'est pour des raisons politiques. C'est-à-dire quoi? L'Union sacrée s'organise avec ses leaders qui sont au Sankourou pour nous marginaliser encore dans cette élection. On n'acceptera jamais. Et j'ai dit sincèrement, avec la main dans le cœur, que si ce que nous faisons, des dénonciations que nous faisons, si on ne s'attend pas, c'est qu'au Sankourou, il n'y aura pas des élections. Je ne menace personne. Faut pas le prédire. J'ai dit, je ne menace personne, mais c'est que nous avons, vous avez suivi à l'Odia, ils ont contesté aussi les chefs d'antenne. Jusqu'à la dernière minute. Comment vous savez, vous êtes ici à Kinshasa, vous ne vous renseignez pas, vous envoyez les militants des partis politiques à la CENI, vous envoyez des gens qui sont logés, nourris par un leader politique, et vous acceptez que nous là, qu'on vous regarde parce que vous êtes spécial, vous êtes au pouvoir. Non, ça ne passera pas. Donc, dans ce dossier, je vous dis que nous sommes là, nous sommes vigilants, et nous allons continuer à insister, et qu'on puisse mettre léger, qu'on se retrouve tous au même niveau. Vous allez voir ce qui va arriver. Vous faire au cas où la série ne prenne pas en compte votre réforme? Très bientôt, je passerai ici pour vous annoncer. Et il y a une deuxième correspondance que nous allons encore adresser à la CENI. Si la CENI s'entête, vous allez voir ce que nous allons faire. Mais je vous dis, si ça persiste, lorsqu'ils ont fait la cartographie, ils ont tripatouillé les choses. Ils viennent de faire les tests ici. Vous avez des informations de chez nous. Ils ont ramassé déjà par-ci, par-là. Nous ne pouvons pas accepter cela si nous avons besoin d'un processus transparent chez nous. Ils ont favorisé ces vieux autant d'années, mais il n'y a rien chez nous. Comment nous allons continuer à accepter que l'Union sacrée, si c'est l'FCC qui arrive, ils sont tous à l'FCC. Si l'Union sacrée qui arrive, ils sont tous là-bas. Mais vous arrivez chez moi au village, il n'y a rien. Et nous allons continuer à accepter. Des députés chefs coutumiers. Non, ça ne passera pas. À chaque législature. Depuis 1960, vous êtes toujours là. Depuis 2006, vous êtes toujours là. Et nous allons toujours accepter, vous applaudir. Parce que vous êtes spécial. Ça ne passera pas cette fois-ci. Et je vous dis, j'ai continué à alerter les autorités. Si la CENI ne prend pas garde, je pense qu'il n'y aura pas les élections. Ou bien il y aura les élections au Sankourou et ils vont annuler. Ça ne passera pas. Je reviens sur Jean-Pierre Bemba. Allez-y, un mot. Rapidement. Vous avez pris votre temps par rapport vous savez. C'était important de le dire. Si aujourd'hui on parle de Jean-Pierre Bemba, c'est parce qu'il est président de son parti. En dehors de ça, il n'est pas autre chose. Je parle sur la politique, sur le plan politique. Sur le plan politique. Voilà, sur le plan politique. Même si Jean-Pierre Bemba venait comme candidat, qu'est-ce qu'il va faire? Soyons sérieux. Aujourd'hui, sincèrement, avec tous les respects que je lui donne, même s'il venait candidat unique, Bemba ne passera jamais. C'est-à-dire qu'il a la meilleure des choses à faire. Il a connu des problèmes économiques. Il fallait se refaire la santé financière. Et voilà, être à côté de Félix Tshisekedi, surtout là où il est à la défense. Ah, il est plutôt réaliste. Hein? Il se retrouve un peu. Oui, mais c'est ça la réflexion normale. Dis-moi si aujourd'hui il n'est plus l'Igwe de 2006 ou non, ça ne passera plus. Même pas de 2011. Je vous dis non, ça ne passera pas. Et je le félicite. C'est ça un homme politique. Il a compris qu'il fallait être avec Félix Tshisekedi pour d'abord du travail, parce qu'il était chômeur plus de 10 ans. Il fallait récupérer un peu sa santé. Et de deux, trouver aussi le travail pour ces militants et ces cadres du parti. Le risque ici, c'est de voir les militants, c'est de se verser dans d'autres partis. Comment Jean-Pierre Bemba, qui était en prison, pouvait se retrouver financièrement? L'Ève Bazaïba devrait être au gouvernement, prendre d'autres, les Mbonzi, ceux qui faisaient des bruits, et se retrouver avec un peu de moyens, comme ça en 2028. Ils vont se relancer peut-être, mais cette fois-ci, félicitations et chapeau bas à Jean-Pierre Bemba. Henri Guidou, comment vous trouvez Adolphe Muzito qui a déposé aussi sa candidature aujourd'hui? Moi, je crois que ça fait déjà longtemps qu'Adolphe Muzito, on dit qu'il a des ramifications avec le pouvoir en place. Oh là là. Et donc, sur celui-là, je ne voudrais pas gaspiller ma salive, mais je voudrais revenir sur Jean-Pierre Bemba, même dans ses rêves les plus fous. Il ne pouvait pas postuler comme président. Ça, on le sait déjà. La mise en place de la plateforme à la fois électorale et politique qui est l'Union sacrée, en tant que membre du bureau, il savait déjà qu'il ne pouvait pas. Mais aussi, il faut dire que, comme l'a dit notre cher aîné, il ne pouvait que se comporter en garçon docile de la promotion et la classe de Tshisekedi, parce que il fallait qu'il puisse refondre sa santé financière. On parle d'argent, il est réaliste, et coup de chapeau à lui. Mais il faut aussi dire que la démarche dans laquelle nous sommes, il y a beaucoup de craintes et d'assurance. Vous savez certainement que lorsque M. Lutundula donne l'ultimatum au M23, nous avons vu ce qui s'est passé. On dit voilà que le M23 a commencé à récupérer toutes les positions qu'elle avait données aux forces, au contingent EAC. Vous avez aussi appris
que Denis Kadima nous a promis qu'au mois d'octobre, on va enrôler toute la population ou les électeurs qui sont dans les territoires occupés par l'M23, notamment Kwamout, non, ce n'est pas l'M23, là où il y a l'insécurité, Kwamout, Rutshuru et Massissi. Ça, c'est la tricherie. Eh bien, vous avez aussi appris que le chef de l'État a dit des choses à Bruxelles, il a dit des choses. Vous avez aussi appris que sa demande faite pour l'accélération du retrait de la MONUSCO sur le sol congolais, elle est restée lettre morte, vous le savez, parce que les USA, le Brésil et la Suisse se sont prononcés. Oui. Que le retrait de la MONUSCO risquerait de mettre l'attention sur la crise humanitaire. On n'est pas rassuré que la RDC, comme l'a prétendu le chef de l'État, peut prendre son destin en main. Non. On devra être conscient, on devra être sérieux sur un certain nombre de points. Moi, je me dis que ici, à ce stade, ce que le parti prenante peuvent faire, c'est de trouver un consensus. On doit se dire la vérité. Si nous partons avec ce forcing, avec Denis Kadima qui ne veut pas ouvrir une brèche pour les dialogues, si nous ne trouvons pas des mécanismes réfléchis afin de mettre tout le monde d'accord, je vous dis la vérité, nous allons assister à un chaos. Parce que vous savez qu'il y a des mécontents dans le Grand Katanga. Vous le savez. Ouais. Qu'il y a des mécontents qui sont prêts à tout. Vous le savez aussi que dans la partie Est, on n'a aucune garantie sur les aspects sécuritaires. J'estime à mon niveau que, comme l'a dit Ben, que certains politiciens doivent mettre de côté leur ego. Ils doivent, n'est-ce pas, premièrement, plaider pour l'intérêt de la population. Pas plus qu'hier, où on a vu les députés provinciaux passer nuit devant oui, c'est très important de le rappeler aussi. C'est pas croyable. Devant la primature. Les élus. 4 mois, les élus. Maintenant, ils les font chez le ministre des Finances. Et je vous dis, ils ont déménagé. Le Premier ministre a dit que lui, il n'a pas de problème. Les députés provinciaux ont déménagé. Ils ont déménagé. Vous posez la question. Et aujourd'hui, moi, je voudrais revenir sur un aspect très important aujourd'hui. Vous avez appris que les agents de Transacadémia menacent de faire la grève dès ce lundi, une grève généralisée. Pourquoi? Parce que dans le régime Tshisekedi, nous avons un caïman. Nous avons les intouchables. Nous avons un certain... comment il s'appelle encore? Non, mais le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Nous avons des caïmans, nous avons des intouchables dans ce régime. Il est intouchable. Mais je vous dis. Mais ce gars-là, il doit être... je vous dis. Pourquoi l'enveloppe de Transacadémia n'est pas libérée? Pourquoi les garanties du Premier ministre Ramphil Samalo Condé ne sont pas exécutées par lui? C'est parce qu'on comprend que dans ces régimes, il y a des intouchables, il y a des caïmans, il y a ceux qui ont travaillé avec le père de celui qui est chef de l'État. C'est tout ça. Apparemment, on ne les prend plus au sérieux. Non, mais c'est un enchevêtrement, ces mélanges-là, vous voyez, nous poussent à croire que ceux qui prétendent mettre sur leur bouche les concepts, l'intérêt du peuple, au fin fond, ils ne sont pas... Parlons un peu de ces nuits blanches devant le ministère des Finances. Vous savez, vous rappelez qu'avant, les députés provinciaux, c'était d'abord les professeurs des universités qui ont commencé par passer nuit devant le ministère des Finances. Je vous dis, Nicolas Kazadi, je dois vous dire la vérité, je fais un constat. C'est le ministre qui a beaucoup de dossiers. Il a beaucoup de dossiers. Il est attaqué de tous bords. Mais il reste... L'Argentine reste droit dans ses bottes. Vous allez constater qu'il n'est pas inquiété, qu'il n'est pas interpellé, qu'il n'est pas remis à l'ordre. On sent que nous sommes dans une sorte de Capharnaüm où, voilà, lui, c'est le Saint-Esprit, le Père et le Fils. Donc lui, on ne les touche pas. Et pourtant, il y a une grave dénonciation sur son fonctionnement. Demain, excusez-moi, le lundi, il y aura une grève généralisée où le DG de Transacadémia a essayé de communiquer avec les agents, mais personne ne veut écouter parce qu'il y a un certain... On travaille, c'est pour souvenir aux besoins, papa. On va parler de quoi tant que nous, on ne reçoit pas, non? Alors, Ben Kaïmbe, allez-y par rapport... Merci, permettez parce que j'ai entendu... Très rapidement, allez-y. Je ne crois pas que ce serait le dernier tour de parole. Allez-y. Comme mon ami vient de citer ici cette mission de maintien de paix, il faudrait qu'on arrive à réfléchir un moment. Vous savez, hormis le fait que la Suisse puisse
donné son avis contraire par rapport au retrait de la MONUSCO. Moi, je l'ai toujours dit ici, que cette MONUSCO ne quittera jamais les sols congolais. D'autant plus que les politiciens ne mettront jamais de côté leurs égos et se mettre d'accord sur un programme de développement à long terme. C'est l'unique voie qui peut nous permettre aujourd'hui de se débarrasser de cette force. Pourquoi je le dis? Qui sont ceux qui édictent? Parce que la MONUSCO aujourd'hui est une branche de l'ONU. L'ONU, on retrouve les pays qui sont puissants, qui financent les États-Unis et les autres. Qui édictent la politique des États-Unis? Ce sont les multinationales. Ces multinationales-là, ce sont ceux qui sont en train d'implanter les entreprises qui ont besoin de minerais pour fonctionner. Et que ces gens-là doivent édicter le fonctionnement des Nations Unies qui doivent l'impliquer à l'ONU. L'ONU l'implique sur la MONUSCO, ils sont là. Donc, gérer les intérêts seulement. Et aussi, plus grave, cette histoire ne partira pas. Nos présidents, nos acteurs politiques, tous ont les yeux tournés vers ces gens-là, l'Occident. Voilà. Et quand même, en même temps, comment voulez-vous que vous vivez de ces mamelles, vous vivez des mamelles des Occidentaux, en même temps, vous souhaitez en tout cas, avec toute vigueur, de mettre à mal les intérêts de ceux qui vous nourrissent. C'est la pure comédie. Vous imaginez? Ici, en RDC, tout politicien tire une protection, il tire une énergie d'un pays de l'Occident, ça peut être en Asie. Chacun des acteurs politiques fait un effort d'avoir un allié, une branche d'arbre qui les soutient. Mais comment voulez-vous qu'on puisse faire face à cette aux Nations Unies, à l'Occident? Ça ne marchera pas. C'est vouloir la chose de son contraire. Même les chefs de l'État, lorsqu'ils montent sur la tribune des Nations Unies, il le sait que ce qu'il demande ne lui sera jamais accordé. Parce que ce serait mettre à mal les intérêts de ceux qui financent même la MONUSCO. Ces multinationales vont continuer à travailler normalement. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faudrait, si les politiciens n'arrivent jamais à mettre leurs égos de côté pour penser à l'intérêt général, on tournera à rond des années, parce que même si aujourd'hui fait ce qu'il dit pas, celui qui arrivera va tout abroger pour rien faire encore, et pourtant la roue existe, on ne doit rien inventer. La roue existe déjà. Merci Ben Kaimbe pour ces observations. Ça, ce sont des choses très importantes parce que on croit qu'il suffit seulement que Félix Tshisekedi décide pour que la MONUSCO quitte le sol congolais. Non, ça, pas nécessairement, mais il y a des raisons. Il faut d'abord regarder d'autres paramètres. Alors, peut-être ça sera la dernière prise de parole parce que on a un peu dépassé. Mais je voudrais revenir sur un élément très important. J'allais même dire que c'est capital parce que il y a un conflit au niveau de Mai-Ndombe où on interpelle le gouverneur Madame Rita Bola. Il paraîtrait que d'après les informations qu'on a, on a tué plus de 300 personnes de la communauté Tétéla parce qu'ils se sont beaucoup installés alors que la constitution de la République est garantie à tout Congolais le droit de s'installer partout où est-ce qu'il veut. Un petit commentaire. Merci. Rapidement, je voudrais dire à Ben, il a totalement raison lorsqu'il fait cette analyse, mais seulement la MONUSCO ou les Nations Unies trouvent des raisons. C'est parce que vous n'êtes pas correct dans votre pays. Parce que vous n'êtes pas sérieux dans votre pays, c'est pourquoi il y a des raisons. On vous dit, bon, il y a l'instabilité, il y a l'insécurité. Regardez ce qui s'est passé. Nous manifestons contre cette MONUSCO que le gouvernement demande aujourd'hui de partir. Mais il y a eu combien de morts? Et c'est la même MONUSCO qui tourne contre le gouvernement pour dire, regardez, vous ne savez pas comment sécuriser votre population. Vous avez utilisé une force disproportionnelle. C'est déjà un problème. Comment on va nous laisser entre les mains d'un loup? Selon l'analyse des gens de la MONUSCO. C'est-à-dire qu'ils sont là pour nous sécuriser. C'est déjà une raison. On va vous parler de la liberté de la presse, où les Stanis et d'autres sont en prison. Donc, c'est notre comportement qui donne la force à ces gens-là de demeurer dans notre pays. Si nous nous conformons, si nous sommes sérieux, on peut se réveiller demain matin et ils n'auront plus la raison d'être. Mais leur présence, c'est à travers, c'est par rapport à notre comportement. Nous nous comportons très mal. Nous ne savons pas comment on peut négocier avec les opposants. On pense qu'approcher un opposant, c'est que directement, celui-là, il y a tout. Et maintenant, regardez comment nous allons dans une élection où il y a une confusion totale.
Donc, je vous dis ça, c'est tout simplement parce que nous avons un très mauvais comportement et la raison de la MONUSCO continue à être valable. Alors, la raison de la présence de la MONUSCO continue à être valable. Alors, je dis, sur ces dossiers, moi aussi, je suis en train de suivre un peu. Je n'ai pas encore eu toutes les informations. Moi, j'ai parlé avec le rescapé. La vérité, c'est que ce n'est pas la première fois que cette histoire arrive à Maïndombé. Il y a beaucoup de tétés là qui sont là-bas faire les commerces, d'autres font même les champs. Alors je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Vous savez c'est que nous avons peur. On ne voudrait pas que vous arrivez chez moi, par exemple, au Sankourou, à Kataokombe, et on vous dit non, il est de Maïndombé, vous dites comme non, nos frères, on marginalise nos frères ailleurs. Nous et aussi, que moi je réagisse. Ça, il faut décourager. C'est ce qui n'est pas important. Il faut décourager. Donc, je pense que les autorités vont prendre le dossier en main et essayer un peu de rapidement apaiser les esprits et surtout dire aux gens, nos amis de Maïndombé qui ne se conforment pas ou qui ne s'adaptent pas aux tueries, ça devient comme, vous voyez, rappelez-vous de lorsque le gouverneur Goubila était encore gouverneur, l'histoire de Yumbi. Voilà. Regardez, très récemment, il y a eu les bonobos, c'est comment les appelle ça, les bondo, tout ça. C'est-à-dire que apparemment, ça devient comme un peu d'habitude, alors que ce n'est pas bon. Nous n'avons jamais attendu cela, ici à Maïndombé ou ailleurs. C'est à l'est que nous attendons qu'il y a des infiltrés. Mais alors, qu'est-ce que nous allons dire? Ce sont des infiltrés. Je voudrais que le gouvernement puisse s'organiser et sécuriser les Congolais partout là où ils se trouvent. Merci beaucoup. Alors, allez-y rapidement. Encore 4 minutes, je termine. Je voudrais en fait revenir sur un élément ici. Très rapidement. Avec la rumeur qui circule pour une éventuelle grève avec les agents de Transacadémia. Je voudrais vous rassurer une chose parce que nous sommes dans l'investigation. Vous savez, depuis l'avènement du directeur général de Transacadémia, cet homme a lutté pour instaurer un climat de dialogue avec les agents. Vous avez suivi cette rumeur entre agents, le prime de leur prestation à la francophonie. Vous savez certainement que cet homme a dialogué avec les agents pour leur démontrer que la prime n'a pas été payée par les amis de la francophonie. Maintenant que c'est disponible, on a appelé aujourd'hui les bénévoles à venir récupérer cet argent. On ne donne pas l'argent, on remet les certificats. L'argent viendra après. Certificat. Oui, l'argent viendra après. Allez-y. Donc, si l'enveloppe est disponibilisée, ces agents de Transacadémia vont recevoir leur part. Mais aussi, il faut aussi dire que l'argent n'est pas bloqué par le directeur général de Transacadémia. L'argent est bloqué par certains membres du gouvernement, notamment M. Kazadi. Par les caïmats du gouvernement. Voilà, par les caïmats du gouvernement qui veulent, n'est-ce pas, ça il faut le dire, qui veulent amputer une très mauvaise image à la famille politique de l'Union sacrée, mais aussi qui veulent tripatiller le bon travail qui est fait par le DG. Et je ferme cette parenthèse. Madame Rita Bola, il faut le dire, lorsqu'elle a triomphé pour être gouverneure à la tête de la province de Maïndombé, elle a fait un effort de rétablir l'autorité de l'État, rassurer la sécurité intérieure. Mais aussi, cette femme de fer a posé beaucoup d'actions sociales dans l'objectif de trouver une cohésion provinciale. C'est qu'aujourd'hui, s'il y a des gens, des tireurs de ficelles, de fausseurs aux eaux troubles, pour mettre, n'est-ce pas, ces tueries sur le dos de la gouverneure, j'ai dit qu'il est de notre obligation en tant que journaliste politique d'être véritablement un quatrième pouvoir pour dénoncer cela. Oui. Vous voyez? C'est que moi je reviens à dire que j'invite les amis de Maïndombé, tous les habitants de Maïndombé, de demeurer dans la droite ligne, dans la vision de cette femme de fer, et c'est la condition pour que ensemble, avec les dialogues, avec la communication permanente, avec le FARDC, que nous puissions, n'est-ce pas, retrouver notre cocon familial et retrouver la paix. Un Moutete là, il est très à l'aise sur toutes les lignes de la RDC, et que je ne vois pas Madame Rita Bola s'est comportée comme ça, et je stoppe, n'est-ce pas, tous ces tireurs de ficelle. Parce que vous avez appris à Bandundu qu'on a tué des Kassaïens, des jumeaux Kassaïens, parce qu'il y a eu ce genre de rumeurs. Donc il faut se dire qu'il faut que le gouvernement en place, la sécurité intérieure, mette des mécanismes pour arrêter ces discours de haine et de tribalisme. Merci beaucoup. Votre dernier mot, cher Ben. Merci beaucoup. Je n'ai pas beaucoup d'éléments sur ce qui se passe au Maïndombé. Mais en tout cas, je n'ai pas fréquenté, ou sinon je n'ai jamais tourné autour de l'entourage de la gouverneure. Mais en tout cas, de tout ce que je sais, je ne vois pas la gouverneure instrumentaliser les gens pour installer ces climats, surtout que cette province a subi beaucoup.
Vous savez, après les Touris, les Kivu, on parle plus aussi du Maïndombe. Toujours dans les tueries. Je ne vois pas cette dame le faire. Mais j'insiste ici, mon dernier mot serait de demander aux Congolais qu'il faudrait nécessairement que la solution soit congolaise. Au problème congolais, il faudrait nécessairement trouver une solution congolaise. Évitons surtout pendant cette période, peu importe la famille, la dignité vaut plus que ça. L'avenir vaut plus que ça. Les intérêts éphémères ne vont jamais nous aider à aller de l'avant. Je vois ici les gens venir au Kabola Sakom Yaloso. Je vois les vers de Soukali. Même si nous de la presse, parce que c'est un travail, on est appelé à le faire, c'est comme un service commandé de l'armée. On vous dit il faut tirer, vous tirez. Je suis journaliste, je viendrai couvrir. Même si je ne suis pas d'accord avec les politiciens, j'ai fait mon travail. Mais par moment qu'on a un temps pour le dire sur ces plateaux, nous vous demandons de ne pas soutenir ces pratiques. Évitez, parce que c'est comme ça que on est en train d'abrutir la conscience collective et nous vendons par ricochet l'avenir, notre propre avenir, l'avenir des enfants et même l'avenir de ceux qui viendront, les arrière-petits-fils. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers invités. Merci à toi, Ben Kaïbe. Merci à Doudou Lombe. Merci. L'homme de Katakokombe. D'ici là, on aura de très bons résultats. Merci à vous, Arguindo, l'homme de C24. Merci aux téléspectateurs de C13 Télévision. Je voudrais rappeler ici que si on a parlé du Maïndombe, de cet incident-là, parce que le rescapé sont venus rencontrer une dame du Sankoro, Madame Cécile Dungu, qui les a reçus et qui a discuté avec eux, et la dame a promis d'entrer en contact avec les autorités pour que cette situation soit gérée dans le calme, en fait d'éviter les tensions pendant qu'on s'approche des élections. Bonne soirée à vous, merci beaucoup, on se retrouve le samedi prochain. Raphaël Odoumbé, merci d'être là, merci à Issa et à Kabouya pour la réalisation de cette émission que nous dédions principalement au président Benoît Olamba Otimba. Merci beaucoup.